Doyenne de dette. Léa Dubois répondit à une mystérieuse annonce d'emploi. Quelques heures plus tard, elle se retrouvait assise face à Adrien Lefebvre, un milliardaire froid qui lui proposait un accord stupéfiant, un mariage de pure forme. Mais lorsque les affaires et les cœurs entrent en collision, les frontières s'estompent dangereusement. Léa Dubois fixait l'avis d'expulsion punaisé sur la porte de son appartement. C'était bien la dernière chose dont elle avait besoin après avoir été licenciée de son travail à la librairie la semaine précédente. À 25 ans, elle était noyée sous les prêts étudiants sans aucun moyen de les rembourser, sans parler des 3 mois de loyer impayés qu'elle devait. Grand-mère dirait que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, marmonna-t-elle en déverrouillant sa porte et en entrant dans son petit appartement d'une pièce à Belleville. Elle jeta son sac à main sur le canapé usé et s'effondra à côté. 5 candidatures à un emploi aujourd'hui et pas une seule piste prometteuse. Son rêve d'ouvrir sa propre librairie pour enfants semblait plus lointain que jamais. Son téléphone sonna. C'était sa grand-mère, Marguerite. « Comment vas-tu, ma puce ?» La voix de Marguerite était chaleureuse et réconfortante. « Je vais bien, grand-mère », mentit Léa, ne voulant pas inquiéter la femme qu'il avait élevée après la mort de sa mère, quand Léa n'avait que 10 ans. « Toujours à la recherche d'un emploi. Tu trouveras quelque chose. Tu es intelligente, instruite. Dieu a un plan. J'espère que son plan inclut le paiement de mon loyer, dit Léa avec un soupir. Après avoir raccroché, Léa ouvrit son ordinateur portable pour chercher d'autres emplois. C'est alors qu'elle le vit. Une annonce pour un poste d'aide à domicile. Aucune description de poste, aucun nom d'entreprise. Juste un numéro de téléphone et un salaire qui la fit cligner des yeux 2 fois. « Ça doit être faux », dit-elle en fixant le chiffre à 6 chiffres sur l'écran. Mais les temps désespérés appelèrent des mesures désespérées. Elle composa le numéro. À sa surprise, une voix nette et professionnelle répondit « Domaine Lefebvre, comment puis-je vous aider ?» 24 heures plus tard, Léa se retrouva à l'arrière d'une élégante voiture noire, conduite à travers les grilles d'une immense propriété dans les Yvelines. Le bâtiment en pierre couvert de lierre semblait tout droit sorti d'un film, froid, élégant et intimidant. Un homme mince et sévère en costume la salua à la porte. « Mademoiselle Dubois, je suis Monsieur Bertrand, le gérant du domaine. Veuillez me suivre. » Il l'amena à travers des couloirs de marbre ornés d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que toute sa vie. Le personnel qu'il croisait gardait les yeux baissés, se déplaçant silencieusement comme des fantômes. « Le poste est unique, » dit M. Bertrand alors qu'ils entrèrent dans un bureau lambrissé. « Avant de poursuivre, vous devrez signer ceci. » Il fit glisser un épais document sur le bureau. Un accord de confidentialité. Le travail est non conventionnel. Vous vivrez sur place. Vous serez rémunéré chaque semaine, mais si vous violez la confidentialité, le contrat prend fin, et votre paiement aussi. Léa hésita, son stylo en suspens au-dessus du papier. Puis-je au moins savoir en quoi consiste le travail avant de signer? Monsieur Lefebvre vous l'expliquera personnellement, ce soir. Le désespoir l'emporta. Elle signa. Monsieur Bertrand la conduisit à une suite d'invités plus grande que tout son appartement. Le dîner est à 7 heures. Monsieur Lefebvre vous rejoindra. Laissée seule, Léa prit une douche chaude dans une salle de bain plus grande que sa cuisine, puis enfila la plus jolie tenue qu'elle avait apportée, une simple robe noire. À 7 heures, Monsieur Bertrand l'escorta jusqu'à une salle à manger formelle où une table dressée pour 2 l'attendait. Elle resta assise seule pendant 15 minutes avant que la porte ne s'ouvre. Adrien Lefebvre ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Grand et mince, avec des traits acérés et des yeux gris pénétrants. Ses cheveux foncés étaient légèrement trop longs, comme s'il avait oublié de les couper. Il portait un costume coûteux qui lui allait parfaitement, mais son visage semblait fatigué, réservé. « Mademoiselle Dubois », il ne lui tendit pas la main. « Je m'excuse pour le mystère. » Monsieur Lefebvre. Léa se leva, incertaine du protocole. « Je ne comprends toujours pas le poste pour lequel je passe un entretien. »« Vous ne passez plus d'entretien, vous êtes embauché. » Il prit place en bout de table. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Des serveurs apparurent avec des plats que Léa ne pouvait nommer, puis disparurent aussi vite. « Je suppose que vous avez entendu parler de moi, » dit Adrien. Léa secoua la tête. « Aurais-je dû ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la surprise. « La plupart des gens, oui. Je ne suis pas très au courant de l'actualité économique, » admit-elle. « Je suis plutôt lectrice de fiction. La fiction est plus facile, plus nette. » Il but une gorgée d'eau. La réalité a tendance à être plus désordonnée. Comme embaucher mystérieusement quelqu'un sans lui dire de quoi il s'agit. Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. « Oui, comme ça. » Léa décida d'être directe. « Monsieur Lefebvre, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis embauché. » Il la regarda longuement.
On attendra de vous que vous assistiez à des dîners, que vous m'accompagniez à des événements publics, que vous paraissiez émotionnellement accessible. Léa cligna des yeux. Pourquoi exactement ai-je été embauchée? Un silence. Pour être ma femme, sur le papier. Léa faillit s'étouffer avec son eau. Pardon? C'est un arrangement commercial, continua-t-il, insensible à son choc. 1 an. Vous aurez votre propre suite ici, une autonomie complète lorsque vos apparitions ne seront pas requises. Des paiements hebdomadaires, plus une somme finale à l'achèvement du contrat qui couvrira toutes vos dettes. Comment savez-vous pour mes dettes? Je vous ai fait faire une enquête approfondie. Vos prêts étudiants s'élèvent à 87 432 €. Vos dettes de carte de crédit sont de 6 291 €. Vous rêvez d'ouvrir une librairie pour enfants depuis vos 19 ans. Léa se sentit violée et intriguée à la fois. Pourquoi moi? Vous n'avez pas d'attache significative, pas de scandale. Vous êtes instruite, éloquente et... Il fit une pause. Vous ne lui ressemblez en rien. Elle? Ma défunte fiancée. Les mots restèrent suspendus entre eux. Je ne suis pas intéressé à être le remplacement de qui que ce soit, dit fermement Léa. C'est précisément pourquoi vous êtes parfaite. Vous n'êtes pas un remplacement. Vous êtes une solution à un problème commercial. La voix d'Adrien était froide, calculatrice. Le conseil d'administration de mon entreprise essaie de me forcer à partir. Ils croient que je suis instable, après la mort de Liliane. Si je parais stable, avec une femme, certaines clauses de mon héritage s'activent et me donnent le contrôle de l'entreprise. Donc vous voulez les duper avec un faux mariage? Ce serait un mariage légal, juste pas un vrai. Léa se leva, en colère maintenant. C'est fou, je ne vais pas épouser un étranger pour de l'argent. Ah, n'est-ce pas? Les yeux d'Adrien étaient provocateurs. Votre avis d'expulsion vous donne 30 jours. Votre paiement de prêt étudiant est en retard. Les factures médicales de votre grand-mère... Laissez ma grand-mère en dehors de ça, lança Léa. Mon point est que vous avez besoin d'argent. J'ai besoin d'une femme. C'est une simple transaction. Le mariage n'est pas une transaction. Tout est une transaction, mademoiselle Dubois. Il sortit un dossier et le posa sur la table. Le contrat stipule aucune implication romantique, aucun contact physique au-delà de ce qui est nécessaire pour les apparences. Après 1 an, nous divorçons discrètement et vous repartez avec assez d'argent pour ouvrir votre librairie et ne plus jamais vous soucier des factures. Léa voulut s'enfuir, dire à cet homme froid et calculateur exactement ce qu'elle pensait de sa proposition. Mais les chiffres du contrat la firent hésiter. C'était suffisant pour tout rembourser et financer son rêve, pour aider sa grand-mère, pour enfin être libre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Vous avez jusqu'à demain matin. » Adrien se leva. « Monsieur Bertrand vous ramènera à votre chambre. » Après une nuit sans sommeil, Léa appela sa grand-mère. « On m'a offert un poste d'assistante interne pour un homme d'affaires dans les Yvelines, » dit-elle, ne mentionnant pas la partie sur le mariage. « Le salaire est incroyable, grand-mère. Ça a l'air trop beau pour être vrai, » dit Marguerite avec scepticisme. « Où est le piège? » « Pas de piège. Juste des horaires et des responsabilités inhabituelles. » Sa grand-mère n'avait pas l'air convaincue. « Souviens-toi juste de ce que je t'ai toujours dit. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. » Après avoir raccroché, Léa fit les 100 pas dans la chambre d'invité. Était-elle vraiment en train d'envisager cela? Épouser un étranger, un milliardaire froid et brisé pour de l'argent? À 9 heures, on frappa à sa porte. Monsieur Bertrand se tenait là avec Adrien. « Votre décision ?» demanda Adrien sans préambule. Léa prit une profonde inspiration. « Si je fais ça, j'ai des conditions. Je veux tout par écrit. Je veux des garanties sur l'argent. Et je veux pouvoir rendre visite à ma grand-mère quand je veux. »« Fait !» dit Adrien sans hésitation. « Autre chose? » ?»« Oui, je ne serai pas traité comme une employée en public. Si nous sommes censés être mariés, vous me traiterez avec respect. » Quelque chose qui aurait pu être de l'admiration vacilla dans ses yeux. « Bien sûr. Alors, je le ferai. » 3 jours plus tard, Léa se retrouva dans une salle privée à la mairie, prononçant « oui » à un homme qu'elle connaissait à peine. La cérémonie fut rapide, clinique. Pas de fleurs, pas de musique. Juste un juge, Monsieur Bertrand comme témoin, et l'avocat d'Adrien qui rôdait à proximité. Adrien glissa une bague à son doigt, un diamant éblouissant qui devait coûter une fortune, mais qui semblait froid et lourd. « Le communiqué de presse sortira demain, » dit l'avocat, alors qu'il signait le certificat de mariage. « Nous avons préparé une histoire de romance éclair. Léa a besoin d'une nouvelle garde-robe, » dit Adrien, ne levant pas les yeux des papiers. « Et d'une formation sur le contexte de l'entreprise, mon emploi du temps, comment gérer la presse. Je suis là.
dit sèchement Léa. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Adrien la regarda, surpris. Mes excuses. L'avocat et M. Bertrand échangèrent des regards. Cette nuit-là, Léa était assise seule dans sa nouvelle suite au manoir Lefebvre, sa maison pour la prochaine année. Elle fixait la bague à son doigt, se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Son téléphone sonna. C'était sa grand-mère. « Comment va ton nouveau travail, ma puce ?» Léa hésita. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu as l'air bizarre. Tout va bien ?»« Oui, c'est juste... Léa ne put se résoudre à dire la vérité. « C'est un grand ajustement. »« Eh bien, souviens-toi juste qui tu es. Tu es la petite fille de Marguerite Dubois. Tu ne laisses personne te changer ou te bousculer. »« Je ne le ferai pas, grand-mère. » Après avoir raccroché, Léa s'approcha de la fenêtre. Les terrains du domaine s'étendaient dans l'obscurité, magnifiques mais isolés, comme l'homme qu'elle venait d'épouser. Son téléphone émit un son avec un message texte d'un numéro inconnu. « Petit déjeuner à 7 heures. Nous devons nous préparer pour notre première apparition publique demain soir. » Ah, pas de « s'il vous plaît », pas de « merci », juste des ordres. Léa répondit « Je serai là. Mais vous pourriez essayer de dire « s'il vous plaît » la prochaine fois. Elle attendit, se demandant s'il allait répondre. 1 minute plus tard, son téléphone sonna de nouveau. « S'il vous plaît. » Ah, ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le lendemain matin, Léa entra dans la salle à manger pour trouver Adrien déjà là, lisant quelque chose sur une tablette. Il se leva quand elle entra, un geste étonnamment démodé. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle, prenant la chaise qu'un serveur lui avait tirée. « Je m'excuse pour mon brusque comportement d'hier. Cette situation est inhabituelle pour moi aussi. » Léa l'étudia. À la lumière du matin, elle pouvait voir les ombres sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Ce n'était pas facile pour lui non plus. « Excuse acceptée. Alors, que se passe-t-il ce soir ? » « Un gala de charité. La première fois que vous serez présentée comme Madame Lefebvre. » Léa faillit s'étouffer avec son jus d'orange. « Madame Lefebvre, ce n'est qu'un nom, dit Adrien sans lever les yeux de sa tablette. Un rôle que vous jouez. D'accord. » Léa posa sa fourchette. « Et quelle est ma motivation pour ce rôle ? Comment nous sommes-nous rencontrés ? Tombés amoureux ? Les gens vont demander. L'histoire est que nous nous sommes rencontrés dans une librairie. Vous avez recommandé un livre qui a changé ma perspective. Nous avons pris un café. Les choses ont progressé naturellement. Ce n'est en fait pas si mal, admit Léa. Je ne suis pas complètement dépourvu d'imagination. » Il y eut de nouveau ce presque sourire. « Et qu'en est-il de votre passé, votre entreprise ? Si je suis votre femme, je devrais savoir ces choses. » Adrien posa sa tablette. Lefebvre Technologies était spécialisé dans les logiciels de sécurité. Je l'ai fondé il y a 10 ans. Sa valeur actuelle est d'environ 4,3 milliards. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Milliards avec un M ?» Oui, il le dit avec un air de fait, comme s'il parlait du temps. Il y a 3 ans, ma fiancée Liliane est décédée dans un accident de bateau. La presse a suggéré que j'étais impliqué, bien que j'ai été blanchi de tout acte répréhensible. Après cela, je me suis retiré de la vie publique. Je suis désolé pour votre fiancée, dit doucement Léa. Le visage d'Adrien se referma. C'est du passé. Mais Léa pouvait voir que ce n'était pas le cas. La douleur était là, juste sous la surface. « Le gala de ce soir est important, continua-t-il. Philippe Duval sera là. Qui est-ce ? Mon parrain, chef du conseil d'administration. L'homme qui essaie de me prendre mon entreprise. » La voix d'Adrien se durcit. « Il était comme un père pour moi autrefois. Maintenant, c'est ma plus grande menace. Pourquoi essaie-t-il de prendre votre entreprise ? Il prétend que je suis instable, inapte à diriger. » La mâchoire d'Adrien se serra. « Après la mort de Liliane, j'ai eu du mal. J'ai commis quelques erreurs publiques. Philippe a utilisé cela pour convaincre le conseil que j'avais besoin de guidance. Et notre mariage change cela comment ? Il y a une clause dans le testament de mon père. Si je suis établi, marié, avant mon 33e anniversaire, j'obtiens le contrôle de la fiducie familiale. Philippe le sait. Il a travaillé pour s'assurer que cela n'arrive pas. Quand est votre anniversaire ? Dans 3 mois. Léa assimila cela. Alors nous restons mariés pendant 3 mois. Vous récupérez votre entreprise et ensuite... Le contrat stipule 1 an, pour éviter les soupçons. Elle hocha lentement la tête. Et ce soir, nous convainquons tout le monde que nous sommes follement amoureux. Pas follement, ce serait suspect. Nous sommes satisfaits, à l'aise. Je ne pense pas que vous pourriez agir follement quoi que ce soit si votre vie en dépendait, marmonna Léa. À sa surprise, Adrien laissa échapper un rire. Cela transforma son visage, le rendant plus jeune, presque beau. Vous avez peut-être raison, Madame Lefebvre.
La façon dont il prononça Madame Lefebvre lui envoya un frisson inattendu le long de l'échine. Ce soir-là, une équipe arriva pour préparer Léa pour le gala. Coiffure, maquillage, une robe de créateur qui lui allait parfaitement. Au moment où ils eurent fini, elle se reconnaissait à peine dans le miroir. Adrien l'attendait en bas du grand escalier. Il leva les yeux alors qu'elle descendait, et un instant, son expression soigneusement contrôlée vacilla. Quelque chose comme de l'appréciation scintilla dans ses yeux. « Vous êtes... » commença-t-il, puis sembla se reprendre. « Approprié. » Léa réprima un sourire. « Vous vous arrangez plutôt bien vous-même, monsieur Lefebvre. » Dans la voiture, Adrien la briefa sur qui serait au gala. Les noms et les entreprises se brouillaient. « Soyez vous-même, » dit-il finalement, avec quelques ajustements. C'est-à-dire, ne dites à personne que c'est un arrangement commercial, évidemment, et évitez peut-être de mentionner votre situation financière. Alors soyez moi-même, mais pas tout à fait. Tout le monde s'est dit en public, Léa. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, surtout dans ces cercles. Le gala se tenait dans un hôtel particulier historique, encore plus grand que celui d'Adrien. Quand leur voiture arriva, les photographes affluèrent. « Prête ?» demanda Adrien, la main sur la porte. Léa prit une profonde inspiration. Autant que je le serai jamais. Il la surprit en lui prenant la main. Son contact était chaud, ferme. « Suivez mon pas. » Alors qu'il sortait, les flashs crépitèrent. Adrien posa sa main sur le bas de son dos, la guidant à travers la foule avec une aisance habituelle. « Monsieur Lefebvre, est-ce votre nouvelle épouse ?» cria un journaliste. Adrien hocha la tête, son visage un masque de calme. « Oui, permettez-moi de vous présenter Léa Lefebvre. » Le nom sonnait étrange à ses oreilles. Les journalistes hurlèrent des questions. « Quand vous êtes-vous rencontrés? Était-ce une romance éclair? Cela signifie-t-il que vous êtes de retour sur la scène publique ?» Adrien répondit avec fluidité, s'en tenant à leur histoire. Sa main ne quitta jamais son dos, une présence constante et rassurante. À l'intérieur, la salle de bal était remplie de l'élite parisienne. Les conversations s'interrompirent à leur entrée. Les têtes se tournèrent, les chuchotements commencèrent. « Souriez », murmura Adrien. « Ils se demandent tous comment j'ai réussi à trouver quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi, belle, jeune, très différente des femmes que je fréquentais habituellement. » Avant que Léa ne puisse assimiler le compliment, un homme plus âgé s'approcha, grand, distingué, avec des cheveux argentés et des yeux bleus froids. « Adrien », dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Quelle surprise !»« Philippe. » La voix d'Adrien se refroidit sensiblement. « Je voudrais vous présenter ma femme, Léa. » Philippe Duval prit la main de Léa, la scrutant de ses yeux calculateurs. « Eh bien, c'est inattendu. Je n'étais même pas au courant que vous fréquentiez quelqu'un. Certaines choses sont mieux gardées privées, » répondit Adrien. « En effet. » Le regard de Philippe était pénétrant. « Et comment vous êtes-vous rencontrés, Madame Lefebvre ?» Léa sourit, se souvenant de leur histoire de couverture. « Dans une librairie. J'ai recommandé Le Grand Maulness. Adrien a dit que cela avait changé sa perspective. » « Vraiment ?» Philippe eut l'air amusé. Adrien a toujours été plein de surprises. La façon dont il le dit indiquait clairement qu'il ne les croyait pas. « Comment va Rebecca ?» demanda Adrien, changeant de sujet. « Ma fille va bien. Elle vous demande de vos nouvelles. Transmettez-lui mes salutations. » La tension entre les deux hommes était palpable. Philippe se tourna de nouveau vers Léa. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous êtes lancée, Madame Lefebvre. Le monde d'Adrien peut être difficile. »« Je n'ai pas peur des défis, » répondit Léa avec fluidité. Philippe sourit finement. « Nous verrons bien. » Alors qu'il s'éloignait, Léa sentit la poigne d'Adrien se resserrer sur sa taille. « Il ne nous croit pas, » murmura-t-elle. « Non, » acquiesça Adrien. « Mais il le fera. » Tout au long de la soirée, Léa fut présentée à des dizaines de personnes, membres du conseil, associés, mondains. Elle sourit, fit la conversation, joua le rôle de la nouvelle épouse adoratrice. Adrien resta à ses côtés, lui touchant occasionnellement le bras ou le dos, d'une manière qui semblait à la fois calculée et naturelle. Lorsque l'orchestre commença à jouer, Adrien la conduisit sur la piste de danse. « Je dois vous prévenir, » dit Léa alors qu'il la prenait dans ses bras. « Je ne suis pas une grande danseuse. »« Suivez mon pas, » dit-il de nouveau, la guidant dans une simple valse. Alors qu'il se déplaçait sur la piste, Léa était intensément consciente de sa main sur sa taille, de la légère odeur de son eau de Cologne, de la façon dont ses yeux ne la quittaient jamais. « Vous vous en sortez bien, » dit-il doucement. « Il nous observe. Tous, Philippe surtout. Il essaie de comprendre si c'est réel. » Léa jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Adrien. Bien sûr, Philippe les observait les yeux plissés. « Alors nous devrions lui donner quelque chose à voir, » dit-elle. Avant qu'elle ne puisse trop y réfléchir, Léa se rapprocha posant sa tête contre l'épaule d'Adrien.
Elle le sentit se raidir un instant, puis se détendre, son bras se resserrant autour de sa taille. Ils dansèrent en silence, corps proches, se mouvant comme un seul. Un instant, Léa oublia presque que tout cela n'était qu'un jeu. Plus tard, alors qu'ils rentraient en voiture, Adrien resta silencieux. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda finalement Léa. « Non, dit-il, regardant par la fenêtre. Vous étiez parfaite. Trop parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il se tourna pour la regarder, son expression illisible dans la pénombre. « Cela signifie que cela pourrait être plus compliqué que je ne l'avais prévu. » De retour au manoir, ils marchèrent en silence jusqu'en haut de l'escalier, où leurs suites séparées se trouvaient dans des directions opposées. « Bonne nuit, Madame Lefebvre, » dit formellement Adrien. « Bonne nuit, Monsieur Lefebvre, » répondit Léa avec une égale formalité. Alors qu'elle se tournait pour partir, il parla de nouveau. « Léa », elle se retourna vers lui. « Merci, pour ce soir. » Ce n'était pas grand-chose, mais venant de lui, cela semblait significatif. Dans sa chambre, Léa retira délicatement les bijoux empruntés et la robe de créateur. Alors qu'elle enfilait son propre pyjama, de simples choses en coton qui ressemblaient à sa vraie vie, elle aperçut la bague en diamant, toujours à son doigt. Madame Lefebvre. Pour l'année à venir, c'était ce qu'elle serait. Un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre, une solution au problème de quelqu'un d'autre. Elle ne s'attendait juste pas à se sentir si confuse après une seule nuit. Adrien Lefebvre était froid, brisé, et l'utilisait à ses propres fins. Elle l'utilisait aussi pour l'argent. C'était un arrangement commercial, rien de plus. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas arrêter de penser à ce que ça faisait de danser dans ses bras? Le matin suivant le gala, Léa se réveilla pour trouver une pile de journaux devant sa porte. Chacun d'eux présentait des photos d'elle et d'Adrien de la veille. « Le reclus de la Tech revient, avec une épouse mystère », titrait un journal. « Le mariage surprise d'Adrien Lefebvre », déclarait un autre. Sur la plupart des photos, il ressemblait à n'importe quel autre couple, sa main sur son dos, sa tête sur son épaule alors qu'ils dansaient. Si elle n'avait pas su, Léa aurait pu croire qu'ils étaient amoureux. Au petit déjeuner, Adrien était déjà en train de passer en revue des documents quand elle arriva. Il lui poussa un dossier sans lever les yeux. « Votre emploi du temps pour la semaine, » dit-il. « Nous avons 3 autres événements à venir. » Léa parcourut l'itinéraire détaillé. « Prenez-vous jamais un jour de congé ?»« Non. Peut-être devriez-vous. Vous avez l'air fatigué. » Il leva les yeux, la surprise vacillant sur son visage. « Je vais bien, si vous le dites. » Elle se servit du café. « Mais les cernes sous vos yeux disent le contraire. » Monsieur Bertrand apparut aux côtés d'Adrien, lui murmurant quelque chose à l'oreille. La mâchoire de Côme se serra. « Qu'y a-t-il » demanda Léa. « Hervé a demandé une réunion du conseil d'administration au complet demain. Un timing inhabituel. Tu crois que c'est à cause de nous ? J'en suis certain. » Côme se leva brusquement. « Je dois passer quelques coups de fil. Monsieur Dubois vous fera visiter le domaine aujourd'hui. » Après son départ, Monsieur Dubois fit visiter le manoir à Léa. L'endroit était immense. 26 pièces, une bibliothèque à faire s'extasier et des jardins s'étendant sur plusieurs hectares. « Et cette aile est fermée ?» dit Monsieur Dubois en passant devant une porte verrouillée. « Pourquoi ? C'est l'ordre de Monsieur de Clermont. » L'expression de Monsieur Dubois ne trahit rien. Elle n'a pas été ouverte depuis le décès de Mademoiselle Liliane Beaumont. La curiosité de Léa fut piquée au vif. Comment était-elle ? Liliane ? Monsieur Dubois hésita. « Il ne m'appartient pas de parler de feu Mademoiselle Beaumont. Je suis sa femme maintenant, Monsieur Dubois, même si ce n'est que sur le papier. » L'homme plus âgé la scruta un instant. Elle était magnifique, talentueuse, la fille de l'un des premiers investisseurs de Monsieur de Clermont. Ils ont été fiancés pendant 2 ans. Comment est-elle morte ? Un accident de bateau sur le lac derrière la propriété. Monsieur de Clermont a été dévasté. Il n'a plus été le même depuis. Était-il avec elle quand c'est arrivé ? Non, il devait l'être, mais il a été retenu par son travail. C'est peut-être pour cela qu'il s'en veut. Avant que Léa ne puisse poser d'autres questions, son téléphone sonna. C'était sa grand-mère. « Léa Martin, pourquoi est-ce que je vois ton visage dans les pages mondaines ?» exigea Geneviève. « Mariée ? À Côme de Clermont ? De toutes les personnes possibles ?» Léa grimace. Elle aurait dû savoir que sa grand-mère le découvrirait. « Mamie, je peux t'expliquer, tu viens au dîner de dimanche, et tu amènes ce mari à toi. » Le ton de Geneviève ne tolérait aucune discussion. 16 heures, ne sois pas en retard. Après avoir raccroché, Léa s'affala sur un banc voisin. Comment allait-elle expliquer cela à Côme ? Ce soir-là, elle le trouva dans son bureau, toujours en train de travailler. « Nous devons parler, » dit-elle, entrant sans frapper. Il leva les yeux, irrité. « Je suis occupé. Ma grand-mère sait que nous sommes mariés.
Elle veut que nous soyons tous les deux au dîner de dimanche. Envoie mes regrets. Ça ne marche pas comme ça. Tu voulais un mariage qui ait l'air vrai. Les vrais maris rencontrent la famille de leur femme. Com se pencha en arrière dans son fauteuil, la scrutant. Tu ne lui as pas dit la vérité. Bien sûr que non. J'ai signé ton accord de confidentialité, tu te souviens? Il resta silencieux un instant. Qu'est-ce qui serait attendu de moi à ce dîner? Une conversation humaine de base. Faire semblant de se soucier de moi. Tu sais, les choses que font les maris normaux. Quelque chose passa dans ses yeux. L'agacement, peut-être, ou autre chose. Très bien. Dimanche à 16 heures. Merci. Léa se tourna pour partir, puis marqua une pause. Monsieur Dubois m'a fait visiter aujourd'hui. Il a mentionné l'aile de Liliane. Le visage de Com se durcit. C'est interdit d'accès. À tout le monde. Je ne demandais pas à la voir. Je voulais juste... Je suis désolé pour ta perte. Il se replongea dans ses papiers. Si c'est tout, Madame de Clermont? Léa ravala une réplique et partit. Cet homme était impossible. Le lendemain, Com revint de sa réunion de conseil d'administration de mauvaise humeur. Hervé exige un audit complet de mes finances personnelles, dit-il à Léa alors qu'il se préparait pour un autre événement. Il remet en question le moment de notre mariage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ma vie personnelle ne le regardait pas. Com ajusta sa cravate par des mouvements rapides et en colère. Il fait aussi pression pour une évaluation psychologique avant mon anniversaire. Peut-il faire ça? Le conseil peut le demander. Si je refuse, ça paraîtra suspect. Léa le regarda se débattre avec ses boutons de manchette, ses mains habituellement stables trahissant son agitation. Sans réfléchir, elle s'avança. « Laisse-moi faire », dit-elle, prenant son poignet doucement. Il se figea à son contact mais ne se retira pas. Elle attacha les boutons de manchette, consciente de leur proximité, de la chaleur de sa peau sous ses doigts. « Merci », dit-il doucement quand elle eut fini. Leurs regards se croisèrent, et un instant quelque chose passa entre eux, une connexion, un éclair de compréhension. Puis son téléphone sonna, rompant le sortilège. Le gala de bienfaisance ce soir-là se tenait dans une galerie d'art à Paris. Dès leur arrivée, Léa remarqua une belle femme blonde qui observait Com avec insistance. « Qui est-ce » murmura-t-elle. « Solène Chevalier, la fille d'Hervé. Nous avons grandi ensemble. » La femme s'approcha, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Com, ça fait si longtemps !» Solène. La voix de Com était neutre. « Tu te souviens de ma femme, Léa ?» Solène tourna des yeux froids vers Léa. « Bien sûr, la vendeuse de librairie. Comme pittoresque. En fait, je travaille à l'ouverture de ma propre librairie, » répondit Léa, gardant sa voix agréable. « Les livres pour enfants sont ma passion. Comme c'est charmant. » Le ton de Solène suggérait tout le contraire. Com a toujours eu un faible pour les projets. La main de Com se resserra sur la taille de Léa. « Léa est ma femme, pas un projet. » « Bien sûr. » Solène sourit finement. « Je suis juste surprise. Après Liliane, tu avais juré de ne jamais te marier. »« Les gens changent, » dit Com. « Vraiment ?» Solène s'approcha, baissant la voix. « Papa pense que tu n'as pas changé du tout. Toujours le même homme brisé qui n'a pas pu sauver la femme qu'il aimait. » Léa sentit Com se raidir à côté d'elle. Avant qu'il ne puisse répondre, elle intervint. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Solène. Si vous voulez bien nous excuser, je vois des amis que nous devrions saluer. » Elle éloigna Com, sentant les yeux de Solène brûler son dos. « Elle est amoureuse de toi, » dit Léa quand ils furent hors de portée de voix. Solène a toujours voulu ce qu'elle ne pouvait pas avoir. La voix de Com était tendue. D'abord l'approbation de mon père, puis mon entreprise. Qu'entendait-elle par ne pas avoir sauvé Liliane? Le visage de Com se referma. Ça n'a pas d'importance. Mais il était évident que si. Plus tard, alors qu'il rentrait en voiture, Com était silencieux, perdu dans ses pensées. Léa regardait les lumières de la ville défiler, se demandant ce qu'il en était de l'homme à côté d'elle. Qu'est-ce qui l'avait rendu si fermé? Et pourquoi s'en souciait-elle? Le dimanche arriva et à la surprise de Léa, Com était prêt à l'heure, vêtu de ce qui était probablement sa tenue la plus décontractée, un jean sombre et une chemise boutonnée qui avait toujours l'air cher. « N'oublie pas, ma grand-mère ne sait pas que c'est un faux », lui rappela Léa alors qu'il roulait vers Montreuil. « Elle m'a élevé après la mort de ma mère. C'est toute la famille qu'il me reste. »« Je comprends l'importance de la famille, » dit Com, regardant par la fenêtre. « Tu en as, toi? À part Hervé, je veux dire. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans. Hervé était le meilleur ami de mon père. Il m'a recueilli. Alors il t'a élevé? Et maintenant il essaie de prendre ton entreprise? Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. » La voix de Com était amère. « Surtout ceux qui te sont les plus proches. » Geneviève Martin vivait dans un modeste appartement de 3 pièces à Montreuil. Quand ils arrivèrent, elle les attendait à la porte, les bras croisés, les yeux vifs, alors qu'ils évaluaient Com. « Alors c'est vous le milliardaire qui a conquis le cœur de ma petite fille, »
dit-elle sans préambule. « Mamie, avertit Léa. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Martin, dit Com, tendant sa main. Geneviève l'ignora, tirant plutôt Léa dans une étreinte. Tu as l'air mince. Est-ce qu'il te nourrit dans cette grande maison? Je vais bien, mamie. Geneviève se tourna enfin vers Com. Bon, ne restez pas là, entrez. Le dîner refroidit. L'appartement était petit mais immaculé, rempli de photos de famille et de napperons faits au crochet. Léa regarda Com observer tout cela, se demandant ce qu'il pensait d'une maison si normale et modeste. Pendant le dîner, le fameux pot-au-feu de Geneviève, sa grand-mère interrogea Com avec toute l'intensité d'un interrogateur de la PJ. « Comment exactement avez-vous rencontré ma petite fille ?» Com répéta leur histoire de couverture sans accroc. « Et vous êtes juste tombé amoureux d'une vendeuse de librairie? Un homme dans votre position ?»« Mamie, » protesta Léa. « C'est bon, » dit Com. « Votre grand-mère a raison d'être méfiante. Notre relation était inattendue. C'est un euphémisme, dit Geneviève. Les journaux disent que vous étiez fiancés auparavant. Qu'est-il arrivé à cette fille? Elle est morte. » La voix de Com était monocorde. « Il y a 3 ans. » L'expression de Geneviève s'adoucit légèrement. « Je suis désolé de l'apprendre. Perdre quelqu'un que l'on aime, ça vous change. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Com. « Oui, c'est vrai. Léa connaît ça aussi. Perdre sa mère si jeune. » Geneviève tendit la main pour serrer celle de Léa. Mais elle a toujours été forte. Elle n'a pas laissé cela la durcir. Le regard que Geneviève donna à Com indiquait clairement ce qu'elle pensait qu'il lui était arrivé. Après le dîner, tandis que Léa aidait sa grand-mère avec la vaisselle, Geneviève parla à voix basse. « Cet homme porte un monde de souffrance, ma petite. »« Je sais, » admit Léa. « Es-tu sûre de savoir ce que tu fais? Le mariage n'est pas quelque chose dans lequel on se précipite. Je l'aime, mamie. » Le mensonge eut un goût amer sur sa langue. Geneviève étudia son visage. « L'amour né d'un mensonge fleurira en vérité, ou vous brûlera vive. Souviens-toi de ça. » Léa faillit laisser tomber l'assiette qu'elle essuyait. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire que cet homme cache quelque chose, et toi aussi. » Les yeux de Geneviève étaient pleins de perspicacité. « Fais juste attention, ne te perds pas en essayant de le sauver. » Sur le chemin du retour vers Saint-Germain-en-Laye, Com était silencieux. « Merci d'être venu, » dit Léa finalement. « Ma grand-mère est importante pour moi. Elle me rappelle ma mère, dit Com inopinément. Directe, perspicace. Elle t'apprécie, je crois, à sa manière. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi. Elle a probablement raison. » La simple honnêteté de sa déclaration prit Léa au dépourvu. « Ce n'est pas vrai. » Com la regarda. « N'est-ce pas? Cet arrangement, ce n'est pas ce que tu mérites. Je suis une femme adulte. J'ai fait mon choix. Parce que tu avais besoin d'argent. Oui, et tu avais besoin d'une femme. Nous nous utilisons mutuellement, Com. Ne prétendons pas le contraire. » Il hocha la tête lentement. « C'est juste. » De retour au manoir, alors qu'ils montaient à l'étage vers leurs chambres séparées, Com marqua une pause. « Ta grand-mère a posé des questions sur notre lune de miel. Je lui ai dit que nous n'avions pas encore eu le temps. Bien vu. Ça ferait étrange si nous n'en faisions pas une. » Léa haussa un sourcil. « Tu suggères que nous partions vraiment en lune de miel? Ce serait attendu. Nous irons à la maison en Corse le week-end prochain. 4 jours, pour les apparences. »« En Corse ?» Léa ne put cacher sa surprise. « C'est loin pour les apparences. Le conseil nous observe de près. Nous devons être convaincants. »« D'accord, » accepta-t-elle, essayant d'ignorer le battement dans son estomac à l'idée de 4 jours seule avec lui. « Ce sera la Corse. » Le lendemain matin, M. Dubois informa Léa qu'une journaliste avait demandé une interview avec la nouvelle Madame de Clermont. « Monsieur de Clermont l'a approuvé, » dit M. Dubois. « La dame sera ici à midi. »« Qu'est-ce que je suis censé dire ?» demanda Léa, la panique montant. « Je ne sais presque rien de sa vie. » M. de Clermont a préparé quelques éléments de langage. M. Dubois lui tendit un dossier. « Tenez-vous-en à ceci. » La journaliste, une femme aux yeux vifs nommée Claire Rousseau, arriva précisément à midi. Léa la rencontra dans le jardin d'hiver, vêtue d'une des tenues de créateur qui était mystérieusement apparue dans son placard. « Madame de Clermont, merci de me parler, » commença Claire. « Votre mariage a surpris tout le monde. Comment vous êtes-vous rencontrés, vous et Com ?» Léa répéta leur histoire de couverture, gardant sa voix chaleureuse en décrivant leur cours fictif. « Et qu'est-ce qui vous a attiré chez Com ?» demanda Claire. « Outre la richesse et le pouvoir évident. Com est plus que ce que les gens voient en surface, » dit Léa avec précaution. « Il est brillant, bien sûr, mais il est aussi réfléchi. Compliqué. Compliqué est un mot pour le dire. Beaucoup diraient instable après son effondrement public suite à la mort de Liliane Beaumont. » Léa fronça les sourcils. « C'est injuste. Il a perdu quelqu'un qu'il aimait.
De manière spectaculaire, l'incident du célèbre gala de bienfaisance, quand il a accusé Hervé Chevalier d'être impliqué dans la mort de Liliane, c'était partout aux informations. C'était une nouveauté pour Léa. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en deuil. Et maintenant il est soudainement marié à vous. Une inconnue totale. Les yeux de Claire étaient calculateurs. Certains pourraient se demander si ce n'est pas juste un autre épisode. Notre mariage est réel, dit Léa fermement, et mon mari n'est pas instable. Alors pourquoi s'est-il caché du public pendant 3 ans? Pourquoi le secret? Et pourquoi se marier si soudainement, juste quelques mois avant son 33e anniversaire, quand, coïncidence, il est sur le point d'obtenir le contrôle de son patrimoine familial? Le cœur de Léa s'emballa. La femme en savait trop. Je crois que cette interview est terminée. Juste une dernière question, Madame de Clermont. Avez-vous déjà visité l'aile Est, celle qu'il a gardée fermée à clé depuis que Liliane y est morte? Liliane est morte dans un accident de bateau, corrigea Léa. C'est la version officielle. Claire sourit finement. Mais il existe d'autres versions. Vous devriez peut-être en parler à votre mari. Après le départ de la journaliste, Léa trouva Côme dans son bureau. « Tu m'as tendu un piège », l'accusa-t-elle. Cette journaliste savait des choses que j'ignorais. Comme leva les yeux, son expression réservée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu as publiquement accusé Hervé d'être impliqué dans la mort de Liliane. Qu'il existe d'autres versions de sa mort. Léa croisa les bras. Si je joue le rôle de ta femme, j'ai besoin de connaître toute l'histoire. Côme resta silencieux un long moment. Liliane n'est pas juste morte dans un accident de bateau. Elle s'est noyée dans le lac derrière cette maison, la nuit avant notre mariage. Je suis désolé, dit Léa doucement. Hervé a été la dernière personne à la voir vivante. Ils se sont disputés à propos de quelque chose. Il n'a jamais dit quoi. Des heures plus tard, son corps a été retrouvé dans le lac. La voix de Côme était monocorde, sans émotion. L'enquête a conclu à un accident. Elle avait bu. Elle est sortie seule sur le bateau. Elle est tombée. Mais tu ne crois pas ça? Liliane avait peur de l'eau. Elle ne serait jamais sortie seule sur ce bateau, surtout après la tombée de la nuit. Tu penses qu'Hervé a quelque chose à voir là-dedans? Je ne sais pas. Côme passa une main dans ses cheveux. Je n'étais pas bien après ce qui s'est passé. J'ai dit publiquement des choses que je n'aurais pas dû. Hervé s'en est servi pour convaincre le conseil que j'étais instable. Et l'aile, c'était la partie de la maison de Liliane, son atelier. C'était une artiste. Il détourna le regard. Je n'ai pas pu y entrer depuis. Léa s'approcha, se perchant sur le bord de son bureau. Je comprends le chagrin, Côme. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Un accident de voiture. Pendant des années, j'ai gardé sa chambre exactement telle qu'elle. Ça a aidé? Demanda-t-il doucement. Non, ça ne faisait que garder la douleur intacte. Leurs regards se croisèrent, et un instant, les murs autour de Côme semblèrent s'abaisser légèrement. Je devrais me remettre au travail, dit-il finalement, brisant le moment. Léa se leva. Bien sûr. Alors qu'elle atteignait la porte, il l'appela. Léa. Elle se retourna. Merci d'avoir géré la journaliste. Ce n'était pas grand-chose, mais venant de lui, cela semblait significatif. Le lendemain, Léa fut surprise quand Côme suggéra qu'ils déjeunent ensemble sur la terrasse. Tandis qu'ils mangeaient, il semblait presque détendu, l'interrogeant sur ses projets pour la librairie. « Je veux que ce soit un endroit où les enfants se sentent en sécurité, » expliqua-t-elle, « où ils peuvent s'évader dans d'autres mondes, comme je l'ai fait après la mort de ma mère. Les livres étaient aussi mon évasion, » admit Côme. « La bibliothèque de mon père était le seul endroit où Hervé ne me suivait pas. Tu ne l'aimes vraiment pas, n'est-ce pas? Hervé m'a élevé parce que c'était attendu, pas parce qu'il le voulait. Son véritable objectif a toujours été de former Solène pour qu'elle prenne le contrôle de l'entreprise de mon père. Quand j'ai montré plus d'aptitude, il l'a mal pris. C'est pour ça qu'il essaie de te forcer à partir maintenant. En partie. Mais c'est plus que ça. » Côme hésita. Hervé a toujours voulu de Clermont Technologies pour lui-même. Mon père le savait. C'est pourquoi le patrimoine a été structuré de cette façon. Avec la clause de mariage, Côme hocha la tête. Mon père croyait que la famille était le fondement de la stabilité. Il voulait s'assurer que celui qui contrôlerait l'entreprise ait cette fondation. Mais tu aurais pu épouser n'importe qui. Pourquoi moi? Tu étais... Il marqua une pause, cherchant le bon mot. Authentique. Tous les autres dans mon monde veulent quelque chose de moi. Toi, tu voulais juste un emploi. Léa sourit légèrement. Enfin, et beaucoup d'argent. Le coin de sa bouche tressaillit. Oui, ça aussi. Leur conversation fut interrompue lorsque M. Dubois apparut avec un message urgent. Le visage de Côme s'assombrit en le lisant. « Qu'y a-t-il » demanda Léa. « Hervé a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain. Il apporte un rapport d'enquêteur privé. À propos de nous,
Presque certainement. Côme se leva. Fais tes valises pour la Corse. Nous partons ce soir. Ce soir? Mais tu as dit le week-end prochain. Les plans changent. La réunion du conseil est dans 4 jours. Nous devons être vus comme un couple heureux en lune de miel avant ça. 4 heures plus tard, ils étaient dans le jet privé de Côme, en route pour la Corse. Léa regardait par la fenêtre, voyant Paris disparaître sous eux. « Essaie de dormir, conseilla Côme. C'est un long vol. » Mais Léa ne pouvait pas dormir. Son esprit était en effervescence avec tout ce qu'elle avait appris. La fiancée de Côme mourant mystérieusement. Son accusation publique contre Hervé. L'aile verrouillée qui contenait tant de souvenirs douloureux. Et maintenant, il s'envolait vers une île romantique pour une fausse lune de miel afin de convaincre le monde et Hervé que leur mariage était réel. Le problème était que Léa commençait à oublier que ce n'était pas le cas. Chaque fois que Côme baissait sa garde, même légèrement, elle apercevait l'homme sous l'extérieur froid. Un homme blessé, pas sans cœur, endommagé, mais pas irréparable. Elle jeta un coup d'œil à travers la cabine où Côme travaillait sur son ordinateur portable, son visage éclairé par l'écran. Il dut sentir son regard car il leva les yeux, leurs regards se rencontrant à travers l'espace faiblement éclairé. « Quoi ?» demanda-t-il. « Rien. » Elle détourna le regard. « Je pensais juste. À propos de quoi ? Cette situation. Nous. Comme tout cela est étrange. » Il resta silencieux un instant. « Le regrettes-tu ? Notre arrangement. Le regrettait-elle ? L'argent changerait sa vie. Mais il y avait plus que ça maintenant. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. « Non, » dit-elle finalement. « Je ne le regrette pas. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du soulagement peut-être. Bien. Alors que l'avion continuait vers l'est en direction de la Corse, Léa ne put s'empêcher de se demander ce que les prochains jours apporteraient. Ils jouaient un jeu dangereux, non seulement avec Hervé et le conseil, mais aussi avec leurs propres émotions. Et comme sa grand-mère l'avait averti, l'amour né d'un mensonge fleurirait en vérité, ou les brûlerait vifs, tous les deux. Léa n'était tout simplement pas sûre du résultat qu'elle craignait le plus. L'aube se levait sur la mer Méditerranée lorsque leur avion atterrit en Corse. Léa, qui s'était finalement assoupie pendant le vol, se réveilla au toucher doux de Côme sur son épaule. « Nous sommes arrivés », dit-il doucement. L'île était encore plus belle que les images qu'elle avait vues. Des bâtiments blanchis à la chaux avec des dômes bleus dévalant les falaises, la mer d'un bleu profond s'étendant jusqu'à l'horizon. Une voiture les attendait pour les conduire à la villa de Côme. « Tu possèdes une maison ici ?» demanda Léa, alors qu'ils roulaient sur des routes sinueuses. « Mon père l'a achetée pour ma mère à l'occasion de leur 10e anniversaire. Je n'y suis pas revenu depuis leur mort. » La vulnérabilité dans sa voix l'a surpris. « Pourquoi maintenant ?» Cela semblait approprié, pour une lune de miel. Ses yeux rencontrèrent les siens brièvement. Et le personnel est discret. Aucun risque de fuite à la presse. La villa était perchée sur une falaise surplombant la mer, privée et isolée. Murs blancs, volets bleus, une terrasse avec une piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'océan. C'était à couper le souffle. Une femme corse plus âgée les accueillit à la porte. « Monsieur de Clermont, ça fait trop longtemps. » Elle étreignit chaleureusement Côme, puis se tourna vers Léa. « Et voici votre épouse. Bienvenue, Madame de Clermont. C'est Helena, » expliqua Côme. « Elle s'occupe de cette maison depuis que mes parents l'ont possédée. Venez, venez. » Helena les invita à entrer. « Vous devez être fatigués de votre voyage. J'ai préparé le petit déjeuner sur la terrasse. » L'intérieur de la villa était aéré et élégant, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui encadraient la vue sur la mer. Helena les conduisit à une terrasse où une table était dressée avec des fruits frais, des pâtisseries et du café. « Je vous montrerai vos chambres après que vous ayez mangé, » dit-elle, s'affairant. Léa haussa un sourcil à Côme. « Chambre, au pluriel ? J'ai supposé que tu voudrais ton propre espace. » Il versa du café pour eux deux. « Ce n'est pas une vraie lune de miel, après tout. »« C'est vrai. » Elle ignora la pointe de déception. « Bien sûr. » Ils mangèrent en silence complice, regardant le soleil monter plus haut sur la mer. La beauté de l'endroit était presque accablante après la tension de Paris. « Quel est le plan ?» demanda Léa finalement. « Pour notre fausse lune de miel ? Nous serons vus en ville. Dîner, faire du shopping. Il y a un célèbre endroit au coucher du soleil où les jeunes mariés prennent des photos. » La voix de Côme était purement professionnelle. « Nous devons être visibles, mais pas trop ostentatoires. Et entre les apparitions publiques, tu es libre de faire ce que tu veux. Nager, lire, explorer. J'ai du travail à finir. » Léa fronça les sourcils. « Tu as apporté du travail pour notre lune de miel ? Ce n'est pas une vraie... » « Je sais que ce n'est pas réel, » l'interrompit-elle. « Mais ça doit en avoir l'air. Un bourreau de travail en lune de miel, ça ne fait pas très crédible, Cassien. »
Il parut surpris par sa fermeté. « Que suggères-tu ? Que tu te relaxes enfin pour une fois. Nage, mange de bons plats, fais semblant d'être heureux d'être marié avec moi. » Elle se leva. « Maintenant, je vais défaire mes valises, puis partir explorer. Tu peux me rejoindre, ou tu peux travailler. C'est ton choix. » Elle le laissa l'air légèrement stupéfait. Sa chambre était magnifique, spacieuse et immaculée, avec un balcon donnant sur la mer. La salle de bain attenante possédait une immense baignoire installée près d'une fenêtre offrant la même vue époustouflante. Une porte reliait sa chambre à ce qu'elle supposait être la suite de Cassien. Après avoir défait ses valises, Zoé enfila une robe d'été et des sandales. À sa surprise, Cassien l'attendait dans le salon, son ordinateur portable introuvable. « Je me suis dit que nous pourrions aller en ville ensemble, » dit-il. « Si tu es toujours intéressé par l'exploration. » Zoé sourit. « J'aimerais beaucoup. » Ils descendirent le sentier sinueux menant au village principal d'Aise. La journée était douce mais pas chaude, une légère brise venant de la mer. Cassien semblait connaître les lieux, désignant les points de repère et partageant des bribes d'histoire. « Tu as déjà passé du temps ici, » observa Zoé. « Des étés, quand j'étais enfant, avant la mort de mes parents. » Son visage s'adoucit au souvenir. Ma mère adorait cette région. Elle disait que c'était là qu'elle se sentait le plus vivante. Je comprends pourquoi. C'est magique. En ville, ils flânèrent dans les ruelles étroites bordées de boutiques et de cafés. Cassien était plus détendu que Zoé ne l'avait jamais vu, la tension perpétuelle de ses épaules s'apaisant légèrement. Quand ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans une petite brasserie, il sourit même à quelque chose qu'elle dit, un vrai sourire qui transforma son visage. « Tu devrais faire ça plus souvent, » lui dit-elle. « Faire quoi ? » ?»« Sourire. Ça te va bien. » Il détourna le regard, presque gêné. « Ça fait un moment que je n'en ai pas eu de raison. » Après le déjeuner, ils continuèrent à explorer. Dans une petite librairie, Zoé trouva une collection de contes classiques pour enfants. « Pour ma future librairie, » expliqua-t-elle, tandis que Cassien payait malgré ses protestations. « Considère-le comme un souvenir, » dit-il. En sortant de la boutique, un couple de touristes les aborda. Ils avaient reconnu Cassien. « Vous êtes Cassien Beaumont » s'exclama la femme. « J'ai lu des articles sur votre mariage. Ce doit être votre femme. » Cassien se tendit mais passa habilement son bras autour de la taille de Zoé. « Oui, c'est Zoé. Nous sommes en lune de miel aussi, » dit l'homme. « Ça ne vous dérangerait pas si nous prenions une photo ensemble ? Personne chez nous ne nous croira si nous leur disons que nous vous avons rencontré. » Avant que Cassien ne puisse refuser, Zoé sourit chaleureusement. « Nous serions ravis. » Les quatre posèrent ensemble, le bras de Cassien toujours autour de la taille de Zoé, sa tête reposant naturellement contre son épaule. Tandis que le couple les remerciait et s'éloignait, Cassien garda son bras où il était. « Ça sera en ligne d'ici 1 heure, » murmura-t-il. « Tant mieux. C'est pour ça qu'on est venu, non ?» Mais Zoé était intensément consciente de son contact, de la chaleur de son corps près du sien. Ils continuèrent à marcher, son bras toujours autour d'elle. Pour quiconque les observait, ils n'étaient qu'un autre couple amoureux. Au coucher du soleil, ils rejoignirent le célèbre point de vue que Cassien avait mentionné, un endroit où des dizaines de touristes se rassemblaient chaque soir pour regarder le soleil plonger dans la mer. Comme prévu, plusieurs personnes reconnurent Cassien, leur téléphone capturant discrètement, et pas si discrètement, des images des jeunes mariés Beaumont. « Devrions-nous leur donner quelque chose à photographier ?» demanda Zoé doucement. Cassien baissa les yeux vers elle, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. « À quoi pensais-tu » En guise de réponse, Zoé leva la main et arrangea son col, laissant sa main s'attarder sur sa poitrine, jouant le rôle de l'épouse adorante. Cassien attrapa sa main dans la sienne, puis la leva lentement vers ses lèvres, pressant un baiser sur sa paume. L'intimité du geste la prit au dépourvu. Ce n'était pas seulement pour le spectacle, ou si c'était le cas, il était un meilleur acteur qu'elle ne l'avait cru, tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Cassien la tira plus près. « Il nous regarde toujours, » murmura-t-il. « Alors nous devrions être convaincants, » murmura-t-elle en retour. Lentement, lui donnant le temps de se retirer, Cassien baissa la tête et l'embrassa. C'était doux au début, presque hésitant, mais lorsque Zoé répondit, le baiser s'intensifia. Ses bras se resserrèrent autour de sa taille, et elle se retrouva accrochée à ses épaules, perdue dans l'instant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, le soleil avait complètement disparu. « Ça devrait leur donner de quoi parler », dit Cassien, sa voix rauque. Mais Zoé se demanda s'il ressentait ce qu'elle ressentait, que le baiser avait franchi la ligne entre le jeu et quelque chose de dangereusement réel. De retour à la villa, Hélène leur avait préparé le dîner sur la terrasse, éclairée par des bougies
et les étoiles au-dessus. Ils mangèrent la plupart du temps en silence, tous deux semblant perdus dans leurs pensées. « Plus de vin ?» proposa Cassien, brisant le silence. « Je crois que j'en ai assez. » La tête de Zoé tournait déjà, bien qu'elle ne sût pas si c'était à cause du vin ou du baiser. « Zoé, à propos de tout à l'heure, c'est bon, » l'interrompit-elle rapidement. « Nous sommes censés ressembler à des jeunes mariés. » C'était convaincant. Oui, il étudia son verre de vin. Convaincant. Après le dîner, ils allèrent s'asseoir près de la piscine à débordement, les lumières du village scintillant en contrebas. La nuit était douce, l'air embaumé de jasmin. « Parle-moi de tes parents, » dit Zoé, voulant briser la tension entre eux. « Tu as dit qu'ils venaient ici ?» Cassien resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. « Mon père me ressemblait beaucoup, ambitieux, concentré sur son travail. Ma mère était son opposé, chaleureuse, artiste, pleine de vie. Sa voix s'adoucit au souvenir. Elle le rendait meilleur, l'obligeait à s'arrêter et à remarquer le monde. Elle semble merveilleuse. » Elle l'était. Il regarda l'obscurité. « Quand ils sont morts, accident d'avion au retour de Londres, j'étais perdu. Hervé est intervenu, mais il n'était pas bienveillant. Il me voyait comme un investissement, pas un enfant. C'est affreux. Cela m'a rendu plus fort, plus déterminé à réussir. » Cassien la regarda. « Et ta mère, comment était-elle? Belle, drôle. Elle travaillait 2 emplois pour nous faire vivre, mais elle prenait toujours le temps de me lire des histoires avant de dormir. » Zoé sourit au souvenir. « C'est pourquoi les livres signifient tant pour moi. Ils me relient à elle. C'est pour ça que tu veux ouvrir une librairie pour enfants? En partie. Je crois aussi que les livres peuvent sauver les enfants. Ils m'ont sauvé après sa mort. » Zoé serra ses genoux contre sa poitrine. Grand-mère a fait de son mieux, mais elle était en deuil elle aussi. Les livres étaient mon évasion. Cassien tendit la main avec hésitation, touchant la sienne. « Je comprends ça. » Le simple geste, la connexion d'une perte partagée, semblait plus intime que leur baiser. Plus tard, alors qu'ils se disaient bonne nuit devant leurs portes de chambre respectives, Cassien marqua une pause. « Merci, » dit-il doucement. « De quoi? Pour aujourd'hui, pour rendre cela... » Il fit un geste vague. Plus facile que ça n'aurait pu l'être. Zoé sourit. « De rien. Bonne nuit, Cassien. »« Bonne nuit, Zoé. » Dans sa chambre, Zoé rejoint la journée dans son esprit. La beauté de la Côte d'Azur, l'ouverture inattendue de Cassien, ce baiser au coucher du soleil. Il devenait plus difficile de se souvenir que tout cela était temporaire. Un arrangement commercial avec une date d'expiration. Elle était sur le point de s'endormir quand un coup à la porte de communication la fit sursauter. « Zoé ?» La voix de Cassien était pressante. « Tu es réveillée. » Elle ouvrit la porte pour le trouver encore entièrement habillé, le visage tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'enquêteur d'Hervé a posé des questions sur notre acte de mariage. Il a remonté les registres jusqu'à l'officier d'état civil qui l'a traité. Peut-il prouver quelque chose? Pas encore. Mais nous devons être prudents. Cassien passa une main dans ses cheveux. Il y a plus. Rebecca a publié des choses sur Liliane, sur les réseaux sociaux. De vieilles photos, des souvenirs, s'assurant que tout le monde se souvienne. Elle essaie de te faire du mal. Elle essaie de rappeler au conseil mon instabilité après la mort de Liliane. Sa mâchoire se serra. Hervé va l'utiliser contre moi lors de la réunion. Quand rentrons-nous? Demain soir. Le conseil se réunit le lendemain matin. Zoé lui toucha le bras. Nous serons prêts. Aujourd'hui, c'était bien. Les gens nous ont vus, ont pris des photos. Nous avions l'air heureux. Nous l'étions, n'est-ce pas? Quelque chose dans son expression s'adoucit. Dors un peu. Demain, nous devrions être vus au petit déjeuner en ville. Plus c'est public, mieux c'est. Après qu'il soit parti, Zoé resta éveillée longtemps. Ce jeu auquel il jouait devenait de plus en plus compliqué chaque jour. Non seulement à cause d'Hervé et de ses manigances, mais aussi à cause des sentiments qui grandissaient entre eux. Des sentiments auxquels aucun d'eux n'avait pensé. Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner dans un café sur la place principale, se tenant la main par-dessus la table, se souriant, jouant le rôle de jeunes mariés pour quiconque les regardait. Sauf que ça ne ressemblait plus à un jeu, du moins pas pour Zoé. Après le petit déjeuner, Cassien l'a surpris en suggérant de passer la journée sur une plage privée, accessible uniquement depuis leur villa. « Hélène nous a préparé un pique-nique », dit-il. « Je me suis dit que ce serait bien de se détendre avant de rentrer affronter le conseil. » La plage était une petite crique au sable doux et à l'eau cristalline. Ils nagèrent, prirent le soleil et parlèrent plus que jamais auparavant. Cassien lui raconta des histoires sur ses parents, sur ses débuts dans la construction de son entreprise. Zoé partagea ses rêves pour la librairie, les types de programmes qu'elle voulait organiser pour les enfants issus de milieux défavorisés. « Tu es doué avec les enfants ?» demanda Cassien. «
Je suis bénévole dans un programme d'alphabétisation dans un quartier défavorisé de Paris. Ou plutôt, je l'étais, avant. Elle fit un geste entre eux. Tout ça, ça te manque. Oui. Il resta silencieux un instant. Le contrat ne t'empêche pas de poursuivre ton travail bénévole. Nous pourrions organiser la sécurité, bien sûr. La prévenance de l'offre la toucha. Merci, j'aimerais beaucoup. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Cassien reçut un email qui assombrit son humeur. Hervé a programmé une conférence de presse après la réunion du conseil. Il est confiant. Il n'a pas encore gagné, lui rappela Zoé. Il se bat salement, toujours. Cassien regarda la mère. Il y a des choses que tu ne sais pas, Zoé. À propos de Liliane, à propos de ce qui s'est passé. Dis-moi. Il prit une profonde inspiration. Liliane et moi étions fiancés depuis 2 ans. Le mariage était prévu pour le 15 juin il y a 3 ans. La nuit d'avant, nous nous sommes disputés. À propos d'Hervé, en fait. Liliane pensait que j'étais trop dur avec lui, que je devrais lui faire plus confiance. La voix de Cassien devint distante. Chalès partit en furie. Je l'ai laissée, pensant qu'elle avait besoin d'espace. Zoé attendit, sentant qu'il y avait plus. Plus tard, cette nuit-là, Hervé m'a appelé. Il a dit qu'il avait vu Liliane au bord du lac, qu'elle était bouleversée. Quand je suis arrivé là-bas, sa voix se brisa légèrement. Elle était déjà dans l'eau. Ils ont dit qu'elle avait bu, qu'elle avait pris le bateau et qu'elle était tombée. Tu ne crois pas ça? Liliane était terrifiée par l'eau. Depuis qu'elle a failli se noyer, enfant, elle ne se serait jamais approchée de ce bateau, surtout après avoir bu. Que penses-tu qu'il s'est passé? Les yeux de Cassien étaient hantés. Je pense qu'elle et Hervé se sont disputés. Je pense que quelque chose a mal tourné, qu'il l'ait poussée ou qu'elle soit tombée en essayant de s'éloigner de lui. Je ne sais pas, mais il a été la dernière personne à la voir vivante. As-tu prévenu la police? Bien sûr. Mais il n'y avait aucune preuve, juste mes soupçons. Et Hervé est très bien connecté. Le visage de Cassien se durcit. Après les funérailles, je suis devenu obsédé par l'idée de prouver son implication. J'ai négligé l'entreprise. J'ai fait des accusations publiques. J'ai eu une crise lors d'un gala de charité. C'est ce que le journaliste a mentionné. Oui, Hervé a utilisé tout cela contre moi. Il a convaincu le conseil que j'étais inapte à diriger. Il a fait restreindre mes droits de vote. La clause de mariage était la manière de mon père de s'assurer que l'entreprise serait dirigée par quelqu'un de stable, avec des valeurs familiales. Hervé n'aurait jamais imaginé que je me remarierais un jour. Jusqu'à ce que j'arrive. Oui. Cassien la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Jusqu'à toi. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils rassemblèrent leurs affaires pour retourner à la villa. Ils devinrent faire leurs valises pour le vol tardif de retour à Paris. En remontant le sentier depuis la plage, Cassien s'arrêta soudainement. « J'ai été injuste envers toi, Zoé, en te tirant dans ce pétrin. Mon combat avec Hervé n'est pas le tien. J'ai signé pour ça, lui rappela-t-elle, en toute connaissance de cause. Vraiment, je ne suis pas sûr que l'un de nous savait dans quoi il s'engageait. L'honnêteté de ces mots planait entre eux. De retour à la villa, alors qu'ils faisaient leur bagage, Hélène vint leur dire au revoir. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Madame Beaumont, dit-elle en serrant chaleureusement Zoé dans ses bras. Vous avez ramené de la lumière dans cette maison. » À lui. Elle fit un signe de tête vers Cassien qui était au téléphone dans la pièce d'à côté. « Merci pour votre hospitalité, » répondit Zoé, touchée par les mots de la femme. « Car il a été seul trop longtemps, » continua Hélène, sa voix basse. « Après ses parents, après mademoiselle Liliane, il a fermé son cœur, mais je vois comment il vous regarde. C'est compliqué, » dit Zoé, ne sachant pas comment répondre autrement. « L'amour l'est toujours. » Hélène lui tapota la main. « Mais ça en vaut la peine. » Dans l'avion de retour pour Paris, Cassien examinait des documents pour la réunion du conseil, tandis que Zoé faisait semblant de lire. Son esprit était trop rempli de tout ce qui s'était passé à Aise. Les conversations, le baiser, le lien croissant entre eux qui devenait impossible à ignorer. « Tu devrais dormir, » dit Cassien, remarquant sa distraction. « Demain sera difficile. Que se passe-t-il si Hervé convainc le conseil, s'il ne croit pas que notre mariage est réel? Alors je perds le contrôle majoritaire de l'entreprise que mon père a bâtie. L'entreprise devient vulnérable à une OPA hostile, probablement orchestrée par Hervé lui-même. Nous ne laisserons pas cela arriver, dit Zoé fermement. Cassien la regarda avec surprise. Nous? Oui, nous. Je suis ta femme, tu te souviens? Même si ce n'est que sur le papier. Quelque chose changea dans son expression. Merci. Il faisait presque jour quand ils atterrirent à Paris. Alors qu'ils roulèrent vers le domaine, le téléphone de Cassien sonna. Son expression s'assombrit tandis qu'il écoutait. « Quand » demanda-t-il. « Combien » Après avoir raccroché, il se tourna vers Zoé. « La police est au domaine. Il y a eu une effraction la nuit dernière. Personne n'a été blessé.
Non, mais ils ont ciblé l'aile est, l'aile de Liliane. Le cœur de Zoé fit un bond. Qu'ont-ils pris? Rien, selon Dubois. Mais ils ont laissé quelque chose. La voix de Cassien était tendue de colère. Des photos de Liliane, dispersées dans son atelier, et une note. Que disait-elle? La vérité finit toujours par éclater. La police était toujours au domaine quand ils arrivèrent. Dubois les rencontra à la porte, son visage habituellement impassible montrant des signes de tension. « Ils sont passés par l'entrée du jardin, monsieur. Ils ont désactivé l'alarme. Ils savaient exactement où aller. »« Montrez-moi, » demanda Cassien. Pour la première fois depuis que Zoé le connaissait, Cassien déverrouilla la porte de l'aile est. Elle le suivit dans un long couloir jusqu'à une grande pièce avec des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur le lac. Un atelier d'artiste, avec des toiles empilées contre les murs, des fournitures de peinture couvertes de poussière sur les tables, et sur le sol, éparpillées comme des feuilles tombées, des dizaines de photographies de Liliane, belle, souriante, vivante. Le visage de Cassien était livide, alors qu'il s'agenouillait pour en ramasser une. Celle-ci était dans mon coffre-fort privé, dans mon bureau. Un détective s'approcha. « Monsieur Beaumont, nous devrons relever les empreintes, mais ça semble professionnel. » Il connaissait le système de sécurité, savait où trouver ses photos. « C'était Hervé, » dit Cassien platement, « ou quelqu'un qui travaille pour lui. Il nous faudra plus que des soupçons, monsieur. » Après le départ de la police, promettant de poursuivre leur enquête, Cassien resta dans l'atelier de Liliane. Zoé se tenait dans l'embrasure de la porte, incertaine si elle devait entrer ou le laisser seul. « Elle avait du talent, » dit-elle doucement, en regardant les tableaux, des œuvres abstraites pleines de couleurs et de mouvements. Oui, elle en avait. Cassien se tenait près des fenêtres, fixant le lac où Liliane était morte. L'avertissement d'Hervé est clair. Si je le défie à la réunion du conseil, il va tout ressortir. Me faire passer pour instable. Remettre en question notre mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je dois faire. Il se tourna pour lui faire face, son expression résolue. Me battre. Je serai à tes côtés, promit Zoé. Cassien s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Ce n'est pas ton combat, Zoé. Je peux te libérer du contrat, te donner l'argent convenu. Tu n'as pas à être entraîné davantage dans ce désordre. C'est ce que tu veux? Il maintint son regard. Non, mais ce serait la bonne chose à faire. Laisse-moi décider ce qui est bon pour moi. Zoé serra ses mains. Je ne m'en vais pas, Cassien. Pas maintenant. La vulnérabilité dans ses yeux faillit lui briser le cœur. Cet homme qui avait tant perdu, ses parents, sa fiancée, presque son entreprise, avait peur de la perdre aussi. « Merci », murmura-t-il. Impulsivement, Zoé leva la main et l'embrassa. Pas pour le spectacle cette fois, pas pour les caméras ou les témoins, juste parce qu'elle en avait envie. Pendant un instant, Cassien se figea de surprise, puis ses bras l'enlacèrent, l'attirant plus près, l'embrassant en retour avec une intensité qui la laissa essouffler. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien. « Ce n'était pas dans notre arrangement, » dit-il doucement. « Je sais. » Elle sourit légèrement. « Considère-le comme un bonus. » Cette nuit-là, ils dormirent dans leur chambre séparée comme toujours. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une ligne avait été franchie, une vérité reconnue. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à partir pour la réunion du conseil, Cassien semblait plus calme que Zoé ne l'avait jamais vu, déterminé, concentré. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, » lui dit-il alors qu'ils se tenaient dans le hall, « je veux que tu saches que te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. » Zoé lui arrangea sa cravate, ses mains s'attardant sur sa poitrine. « Garde les discours pour après notre victoire. » Il sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Oui, madame. » Au siège social de Beaumont Technologies à la Défense, la tension était palpable. Les employés fixaient Cassien et Zoé alors qu'ils traversèrent le hall, des chuchotements suivant leur passage. Dans l'ascenseur, Cassien lui prit la main. « Prête ?» Zoé hocha la tête. « Prête ?» La salle du conseil était déjà pleine quand ils entrèrent. 12 hommes et femmes en costumes coûteux, Hervé à la tête de la table. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il vit Zoé. « Cassien, quelle charmante attention de votre part de vous joindre à nous, et vous avez amené votre épouse. » La façon dont il prononça le mot rendait clair ce qu'il pensait de leur mariage. « Bonjour, Hervé. » La voix de Cassien était froide alors qu'il menait Zoé vers des sièges à l'extrémité opposée de la table. « Commençons-nous ?» Hervé sourit finement. « Par tous les moyens. Le premier point à notre ordre du jour est une question de grave préoccupation pour ce conseil, l'aptitude mentale de notre PDG. Ce qui suivit fut une diffamation déguisée en préoccupation d'entreprise.
Hervé présenta une chronologie du comportement erratique de Cassien après la mort de Liliane, les accusations publiques, le retrait de la vie sociale, le mariage soudain suspect. Et maintenant, conclut Hervé, on nous demande de croire que Cassien s'est miraculeusement rétabli, qu'il a retrouvé l'amour avec une femme dont aucun d'entre nous n'avait entendu parler avant quelques semaines. Une femme sans relation, sans statut, embauchée comme aide à domicile quelques jours seulement avant leur supposée idylle éclair. Des murmures parcoururent la table. Hervé sortit un dossier. Ce rapport d'un détective privé soulève de sérieuses questions sur la légitimité de ce mariage. Le timing, quelques mois seulement avant le 33e anniversaire de Cassien, date à laquelle il est censé obtenir le contrôle du groupe Beaumont, est au mieux suspect, au pire frauduleux. Cassien resta calme. « Avez-vous terminé, Hervé ?»« Pas tout à fait. Il y a aussi la question de l'effraction dans votre domaine. Un autre incident troublant dans un schéma de drame qui vous entoure. Une effraction que vous avez orchestrée, dit Cassien d'une voix égale. Les yeux d'Hervé s'écarquillèrent d'une fausse offense. C'est une accusation grave. Peut-être un autre exemple de votre paranoïa. Assez. Une des membres du conseil, une femme âgée, leva la main. Nous avons entendu vos préoccupations, Hervé, mais j'aimerais entendre Madame Beaumont. Tous les regards se tournèrent vers Zoé. Elle sentit Cassien se tendre à côté d'elle. Madame Beaumont, continua la femme, comment répondriez-vous à l'idée que votre mariage n'est qu'un arrangement commercial? Zoé prit une profonde inspiration. C'était le moment où tout se jouait. Elle pouvait s'en tenir au scénario, répéter l'histoire de couverture qu'ils avaient si soigneusement élaborée. Ou elle pouvait dire la vérité, sa vérité. Elle choisit cette dernière option. Quand j'ai rencontré Cassien pour la première fois, c'était pour un entretien d'embauche. J'étais désespéré, sans argent, menacé d'expulsion, noyé sous mes prêts étudiants. L'honnêteté lui sembla étrangement libératrice. Et oui, il y a eu un arrangement. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Cassien se raidit à côté d'elle. Ce n'était pas le plan. Mais ce qui a commencé comme un arrangement est devenu autre chose. Zoé regarda directement Hervé. J'ai appris à connaître l'homme derrière les gros titres. L'homme blessé, qui a tant perdu, qui se bat seul depuis trop longtemps. Elle se tourna vers les membres du conseil d'administration. Cassien Delacroix n'est pas instable. Il n'est pas imprévisible. C'est quelqu'un dont le monde a volé en éclats et qui tente de le reconstruire. Et oui, nos débuts furent peu conventionnels. Mais ce que je ressens pour lui maintenant est bien réel. Léa tendit la main vers celle de Cassien. J'ai été embauchée, oui, mais je suis tombée amoureuse de l'homme qu'il ne savait même plus être. Je suis restée pour lui. Pas pour le domaine, pas pour l'argent. Elle regarda Cassien dont l'expression était celle d'une stupéfaction incrédule. Mais si je pars maintenant, je veux que tu me poursuives parce que tu m'aimes, pas parce que tu as besoin de moi. Le silence tomba sur la salle du conseil. Le visage d'Henri s'était assombri de fureur. Les autres membres du conseil échangèrent des regards. Cassien se leva lentement. Léa. Mais elle se levait déjà, ramassant son sac. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste ne tient qu'à toi. Et la tête haute, Léa quitta la salle du conseil, sortit du bâtiment et se retrouva dans le lumineux matin parisien. Elle ne regarda pas en arrière. Ne pouvait supporter de voir le visage de Cassien, la trahison, la colère qu'elle était sûre d'y trouver. Elle était sortie du scénario, avait potentiellement ruiné tout ce pourquoi il travaillait. Mais elle ne pouvait plus mentir, ni sur ses sentiments, ni sur ce qui avait grandi entre eux depuis ce premier dîner dans sa salle à manger froide et élégante. Alors qu'elle se tenait sur le trottoir, essayant de décider où aller, son téléphone sonna. C'était sa grand-mère. « Comment vas-tu, ma puce ?» demanda Solange. « Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des jours. Je crois que je viens de faire quelque chose de vraiment stupide, mamie, » dit Léa, la voix tremblante. « Viens à la maison, » dit simplement Solange. « Quoi que ce soit, nous le réglerons ensemble. » 1 heure plus tard, Léa était assise à la table de cuisine de sa grand-mère, une tasse de thé refroidissant devant elle, tandis qu'elle expliquait tout, l'arrangement avec Cassien, le faux mariage qui était devenu de plus en plus réel, du moins pour elle, et enfin son discours impromptu lors de la réunion du conseil. « Alors tu l'aimes » dit Solange quand elle eut fini. Pas une question, une affirmation. Je ne sais pas, mais elle savait. Elle n'était juste pas prête à l'admettre. Ça n'a pas d'importance. Il avait besoin d'un partenaire d'affaires, pas d'une vraie femme. En es-tu sûr? La façon dont tu le décris, on dirait que quelque chose de réel grandissait entre vous. Même si c'était le cas, j'ai tout gâché. Je suis sorti du scénario. J'ai admis que notre mariage avait commencé comme un arrangement. Il va perdre l'entreprise maintenant. Solange prit les mains de Léa dans les siennes. « Ma puce,
Si cet homme se soucie plus de son entreprise que du fait que tu dises la vérité, alors il ne vaut pas tes larmes. Le téléphone de Léa était resté silencieux toute la journée. Pas d'appel, pas de message de Cassian. Elle se dit que c'était ce à quoi elle s'attendait, mais la déception était toujours aussi vive. Alors que le soir tombait, elle aida sa grand-mère à préparer le dîner, essayant de se perdre dans la routine familière. Elle venait juste de s'asseoir pour manger quand on frappa à la porte. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Léa. Les yeux de Solange pétillèrent. « Non, mais toi, peut-être. » Le cœur battant soudainement, Léa alla ouvrir la porte. Et il était là, Cassian, l'air fatigué mais déterminé, un livre usé serré dans sa main. « Tu es parti, » dit-il simplement. « Je devais. Je sais. » Il tendit le livre. « J'ai trouvé ça. Je me suis dit que tu pourrais le vouloir. » Léa le prit, surprise de voir que c'était une copie usée du Jardin secret, son livre d'enfance préféré. « Comment as-tu su ? Tu l'as mentionné une fois, quand nous parlions de ta librairie. » Le fait qu'il se soit souvenu d'un si petit détail lui serra le cœur. « Cassian, je suis désolé si j'ai tout gâché avec le conseil. » « Tu n'as rien gâché. » Ses yeux retinrent les siens. « Ce que tu as dit, ça a tout changé. »« Tiens, que veux-tu dire ? Après ton départ, le conseil a voté. La motion d'Henry a été rejetée. Le patrimoine me revient à mon anniversaire, comme mon père l'avait prévu. C'est merveilleux. » Un flot de soulagement l'envahit. « Je suis si heureuse pour toi. » « Il y a plus. » Cassian s'approcha. Henry a démissionné, avec effet immédiat. Et en partant, il a admis quelque chose. Quoi ? La nuit où Lise est morte. Ils se sont disputés parce qu'elle avait découvert qu'il détournait des fonds de l'entreprise. Il ne l'a pas poussée, mais il ne l'a pas aidée non plus quand elle est tombée dans le lac. Il l'a laissée se noyer. Léa haleta. « Oh, Cassian, c'est fini, tout ça. » Sa voix se brisa légèrement. « Et j'ai réalisé quelque chose, debout là après ton départ, après que tout a été enfin résolu. Quoi ? Que rien de tout cela n'avait d'importance sans toi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je n'ai pas besoin d'une femme pour le conseil. J'ai besoin de toi. Pas comme un rôle, pas comme un symbole, comme la femme qui a vu à travers moi, et est restée quand même. » Le cœur de Léa était trop plein pour les mots. Au lieu de parler, elle fit ce qui lui semblait le plus naturel. Elle se hissa et l'embrassa, déversant tous ses sentiments confus et merveilleux dans ce geste. Quand ils se séparèrent, Cassian souriait, ce sourire rare et sincère qui transformait son visage. « C'est un oui ? Un oui à quoi ? Tu ne m'as rien demandé. À rester. Pas pour le contrat, pas pour l'argent, mais parce que peut-être, d'une certaine manière, cet arrangement est devenu quelque chose de réel. » De l'entrée de la cuisine, Solange se racla la gorge. Le dîner va refroidir, et il semblerait que vous ayez beaucoup à vous dire, tous les deux. Autour du fameux bœuf bourguignon de Solange, ils commencèrent à planifier un avenir qu'aucun d'eux n'avait anticipé lors de leur première rencontre. Un avenir non lié par des contrats ou des arrangements d'affaires, mais par quelque chose de beaucoup plus fragile et précieux. Alors qu'ils quittaient l'appartement de Solange plus tard dans la nuit, Cassian arrêta Léa sur les marches. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit-il. « Je vais transformer l'ailée du domaine en bibliothèque pour enfants, en la mémoire de Lise. Et pour toi. » Des larmes remplirent les yeux de Léa. « Vraiment ? Elle t'aurait aimé, je pense, et elle aurait adoré ton rêve d'aider les enfants par les livres. Merci. » Léa lui serra la main, de l'avoir laissé partir, d'avoir fait de la place pour quelque chose de nouveau. « Tu rends cela possible, » dit-il simplement. « Tu me donnes envie d'essayer à nouveau. » Alors qu'ils retournèrent au domaine, leur maison, Léa repensa à l'avertissement de sa grand-mère. L'amour né d'un mensonge fleurirait en vérité, ou les consumerait vivants. Contre toute attente, le leur avait fleuri en vérité. 3 mois s'étaient écoulés depuis la dramatique réunion du conseil. Le domaine de la Croix, autrefois froid et silencieux, s'était transformé. L'aile était en rénovation, ses portes verrouillées enfin ouvertes, la lumière du soleil inondant des fenêtres qui avaient été voilées trop longtemps. Léa se tenait dans ce qui serait bientôt la bibliothèque pour enfants, regardant les ouvriers installer des étagères le long des murs. Le cadeau de Cassian pour elle, un espace où elle pourrait commencer à construire son rêve tout en vivant au domaine. « Qu'en penses-tu » demanda Cassian, venant se placer à côté d'elle. « Est-ce ce que tu avais imaginé ? C'est mieux. » Elle s'appuya contre lui, son bras se posant automatiquement autour de sa taille. « Je n'aurais jamais pensé commencer ainsi, avec des fonds, avec du soutien. Tu le mérites. » Il pressa un baiser sur sa tempe. « Les entrepreneurs disent que ce sera prêt pour la grande ouverture le mois prochain. » La grande ouverture. Parfois, Léa n'arrivait toujours pas à croire à quel point sa vie avait changé. De presque être expulsée à aider à créer une bibliothèque pour enfants défavorisés. D'une fausse épouse à... Eh bien, cette partie restait compliquée.
Bien qu'ils aient admis leurs sentiments l'un pour l'autre, bien que Cassian lui ait demandé de rester, ils étaient toujours techniquement liés par leur contrat initial, 1 an de mariage puis le divorce. Ils n'avaient pas discuté de la modification de ces termes, malgré tout ce qui s'était passé entre eux. « Ton dîner d'anniversaire est ce soir », lui rappela Léa. « Es-tu prêt pour le grand cap des 33 ans ?» Aujourd'hui était le jour où Cassian prendrait officiellement le contrôle du patrimoine familial de la Croix. Le vote du Conseil n'avait été qu'une victoire préliminaire. Aujourd'hui, les derniers obstacles juridiques seraient levés. Antoine cuisine depuis l'aube. Cassian sourit. « Je crois qu'il est plus excité que moi. Tes parents seraient fiers, » dit doucement Léa. Quelque chose vacilla dans les yeux de Cassian. De la gratitude, peut-être, ou de l'amour. Il trouvait toujours difficile d'exprimer ses émotions, des années passées à se fermer, n'étant pas facilement défaites. Mais il essayait, et cela signifiait tout pour Léa. « J'ai invité ta grand-mère, dit-il. J'espère que c'est bon pour toi. » Bien sûr que oui. Léa fut touchée par le geste. Elle sera ravie. Alors qu'ils traversèrent le manoir, Léa s'émerveilla de la façon dont l'endroit se sentait différent maintenant. Toujours élégant, toujours grandiose, mais plus froid. Des fleurs fraîches apparaissaient dans des vases. Les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer l'air et la lumière du soleil. Le personnel établissait un contact visuel, souriait parfois. Tout comme leur employeur, la maison reprenait vie. Dans sa suite, qu'elle maintenait toujours séparée de celle de Cassian, une autre complication qu'il n'avait pas abordée, Léa trouva une boîte sur son lit. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe vert émeraude avec un mot « Pour ce soir, c'est ». Le geste était typique du nouveau Cassian. Attentionné, généreux, mais conservant toujours une certaine réserve. Il s'était rapproché au cours des derniers mois, partageant des repas, des conversations et même des baisers. Mais il n'a jamais forcé les choses, et Léa n'avait rien demandé. Ils étaient dans des limbes étranges, plus que des partenaires d'affaires, moins que de véritables maris et femmes. Parfois, elle se demandait s'il attendait qu'elle fasse le premier pas. D'autres fois, elle craignait qu'il ne fasse que remplir le contrat, étant gentil avec elle jusqu'à la fin de leur année. Ce soir, décida-t-elle, ils parleraient enfin de leur avenir. Vêtue de la magnifique robe, Léa descendit où les invités commençaient à arriver. Les membres du conseil, moins Henri, étaient présents, ainsi que les principaux dirigeants de Delacroix Technologies. Solange arriva, élégante dans une robe bleu roi que Léa l'avait aidée à choisir. « Regarde cet endroit », murmura Solange, jetant un coup d'œil autour du grand foyer, « et dire que ma petite fille est la maîtresse de maison. » Temporairement, lui rappela Léa, le contrat jamais loin de son esprit. Solange la fixa d'un regard entendu. « On verra ça. » Cassian apparut, séduisant dans un costume sur mesure, son visage s'illuminant en voyant Léa. « Tu es magnifique, » dit-il, prenant sa main et l'embrassant. Pas mal non plus, l'homme du jour. Elle lui ajusta sa cravate, un geste qui était devenu naturel entre eux. Le dîner fut élégant mais chaleureux, la conversation coulant facilement autour de la table. Cassian, assis en bout de table avec Léa à sa droite, semblait détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lorsque son avocat arriva avec les documents du patrimoine, tout le monde applaudit. « À compter d'aujourd'hui, » annonça l'avocat, « Cassian Delacroix assume le contrôle total du patrimoine familial Delacroix, tel que stipulé par feu Édouard Delacroix. Toutes les conditions ont été remplies. » Plus d'applaudissements. Cassian se leva pour porter un toast. « À mon père dont la prévoyance a créé cette entreprise, à ma mère qui m'a appris qu'il y a plus dans la vie que les affaires. » Il marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux de Léa. « Et à ma femme, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. » Les invités levèrent leurs verres. « À Léa !» Plus tard, alors que la fête se calmait, Léa se retrouva sur la terrasse, contemplant le lac. L'eau était argentée au clair de lune, belle malgré la tragédie dont elle avait été témoin. « Un sou pour tes pensées, » dit Cassian la rejoignant. « Je pensais juste à tout ce qui a changé, pour nous deux. » Il hocha la tête, regardant l'eau. « J'ai fait enlever le bateau. Il est temps de ne plus vivre dans le passé. » La simple déclaration en disait long sur son processus de guérison. « Cassian, il faut qu'on parle. De nous, du contrat. » Son visage devint grave. « Je sais. Notre arrangement était pour 1 an. Après ça, nous divorçons. Je reçois mon dû, et nous prenons des chemins séparés. » Léa prit une profonde inspiration. « Est-ce toujours ce que tu veux ?» Avant que Cassian ne puisse répondre, Antoine apparut à la porte de la terrasse. « Excusez-moi, monsieur. Il y a un appel urgent de Tokyo, la fusion. » Cassian hésita, visiblement tiraillé. « Va-y, » dit Léa. « Nous pourrons parler plus tard. » Il lui serra la main avant de suivre Antoine à l'intérieur, laissant Léa seule avec ses pensées et le lac illuminé par la lune. Solange la trouva là quelques minutes plus tard.
Tout va bien, ma puce? Juste compliqué, mamie. L'amour l'est souvent. Solange s'installa à côté d'elle sur le banc. Le lui as-tu déjà dit? Dis quoi? Que tu l'aimes. Vraiment. Pas juste pour faire semblant. Léa soupira. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Le reste, les contrats, les arrangements, les affaires, c'est ça qui est compliqué. Solange prit la main de sa petite fille. La vie est trop courte pour les peut-être, Léa. Ta maman me l'a appris. Après le départ des invités, Léa attendit que Cassian termine son appel. Quand minuit sonna et qu'il était toujours enfermé dans son bureau, elle alla finalement se coucher, leur conversation reportée une fois de plus. Le lendemain matin, elle se réveilla pour trouver un mot glissé sous sa porte. Rendez-vous à la bibliothèque à 10 heures. C. La bibliothèque principale était au rez-de-chaussée, une pièce magnifique tapissée de livres reliés en cuir. Quand Léa arriva, Cassian l'attendait, l'air inhabituellement nerveux. « Désolé pour la nuit dernière, dit-il. L'appel de Tokyo a duré plus longtemps que prévu. C'est bon. Les affaires passent avant. Je comprends. Non. » Sa voix était ferme. C'est ça le problème. Ça ne passe pas avant, plus maintenant. Il lui fit signe de s'asseoir sur l'un des canapés en cuir, puis s'assit en face d'elle. Notre contrat, commença-t-il. 1 an de mariage, puis le divorce. Telles étaient les conditions. Oui, le cœur de Léa se serra. Allait-il suggérer qu'ils y mettent fin plus tôt, maintenant qu'il avait le contrôle du patrimoine? Je voudrais proposer un amendement. Elle cligna des yeux. Un amendement? L'accord original était un arrangement d'affaires. Mais les choses ont changé, j'ai changé. Cassian se pencha en avant. Je ne veux plus d'une fausse femme, Léa. Elle retint son souffle. Que veux-tu? Une vraie. Ses yeux retinrent les siens. Je veux déchirer le contrat. Recommencer. Faire les choses bien. L'espoir fleurit dans sa poitrine. Que dis-tu exactement, Cassian? Je dis que je t'aime. Pas dans le cadre d'un accord. Pas pour les apparences. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Je t'aime pour avoir ramené la lumière dans cette maison. Pour m'avoir vu au plus bas et être resté quand même. Pour m'avoir donné envie d'être meilleur. Des larmes remplirent les yeux de Léa. Je t'aime aussi. Depuis un moment déjà. Alors épouse-moi. Pour de vrai cette fois. Elle rit à travers ses larmes. Nous sommes déjà mariés, tu te souviens? Sur le papier. Mais pas ici. Il toucha son cœur. Je veux faire les choses bien. Une vraie cérémonie, amis, famille. Ta grand-mère te menant jusqu'à l'hôtel. Es-tu sûr? Et le conseil? L'entreprise? L'entreprise est sécurisée maintenant. Et même si elle ne l'était pas, il secoua la tête. Quand tu es sorti de cette salle de conseil, j'ai réalisé quelque chose. Tout ça, la maison, l'entreprise, l'argent, rien de tout cela n'a d'importance sans toi. Léa tendit la main pour toucher son visage, ne croyant toujours pas que c'était réel. Oui, je t'épouserai, encore, pour de vrai cette fois. Il la serra dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Quand ils se séparèrent, Cassian sourit, ce sourire franc et sincère qui avait été si rare autrefois. « J'ai autre chose à te montrer. » Il la conduisit à son bureau, où des plans étaient étalés sur son bureau. « Ta librairie. J'ai acheté un bâtiment dans le 19e arrondissement de Paris, non loin de chez ta grand-mère. La construction commence le mois prochain, si tu approuves les plans. » Léa regarda les plans, reconnaissant son rêve prenant forme sur papier. « Cassian, c'est... je ne sais pas quoi dire. Dis que tu la géreras. Fais-en le havre de paix pour enfants que tu as toujours voulu. » Il l'enlaça par derrière. « Tu pourras partager ton temps entre là-bas et la bibliothèque ici. Le meilleur des deux mondes. »« Nos mondes, » corrigea-t-elle s'appuyant contre lui. « Plus les tiens ou les miens, les nôtres. » 6 semaines plus tard, Léa se tenait dans le foyer du domaine de la Croix. Sa maison maintenant à tous égards, vêtue d'une simple robe blanche. Solange, élégante en lavande, attendait pour la mener jusqu'à l'allée qui avait été créée dans le jardin. « Prête, ma puce ?» demanda Solange, ajustant le voile de Léa. « Plus que prête, mamie. » Le jardin avait été transformé avec des fleurs blanches et des lumières scintillantes. Un petit groupe d'amis attendait. Antoine et le personnel, des membres du conseil devenus amis, des enfants du programme d'alphabétisation de Léa. Au bout de l'allée se tenait Cassian, son visage s'illuminant à l'apparition de Léa. C'était si différent de leur première cérémonie, clinique, à la mairie. C'était réel, choisi. Alors que Solange plaçait la main de Léa dans celle de Cassian, elle lui murmura quelque chose qui le fit sourire et hocher la tête solennellement. « Qu'a-t-elle dit ?» murmura Léa alors qu'il se tournait vers l'officiant. « Qu'elle me tiendra personnellement responsable si jamais je te fais pleurer, » chuchota-t-il en retour. « Et qu'elle est heureuse que je ne sois pas aussi froid que je le paraissais au début. » Léa lui serra la main. « Tu ne l'as jamais été. Pas vraiment. » Leur vœu était simple mais sincère. Pas de contrat cette fois.
pas d'arrangement d'affaires, juste des promesses faites par amour. Moi, Cassian, je te prends, Léa, pour épouse, pas pour les apparences, pas pour les affaires, mais parce que tu m'as montré comment vivre à nouveau. Je promets de te chérir, de soutenir tes rêves, et de t'aimer chaque jour pour le reste de nos vies. » Des larmes remplirent les yeux de Léa alors qu'elle répondait. « Moi, Léa, je te prends, Cassian, pour époux. Pas pour la sécurité, pas pour l'argent, mais parce que tu m'as montré ce que signifie un véritable partenariat. Je promets de te soutenir, de te remettre en question quand il le faudra, et de t'aimer à travers tout ce que la vie apportera. » Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, des nouvelles, choisies ensemble, Cassian se pencha pour murmurer « Plus de positions qui viennent avec des bagues. Juste nous. » Le baiser qui scella leurs vœux fut une promesse de guérison, de croissance, d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lors de leur première rencontre. À la réception, tenu dans l'aile et nouvellement rénovée, Cassian surprit tout le monde en prenant la main de Léa et en la conduisant sur la piste de danse. « Je croyais que tu ne dansais que par nécessité, » taquina-t-elle. « Pour certaines choses, ça vaut la peine de faire des exceptions, » répondit-il, la tirant près de lui alors que la musique commençait. Alors qu'ils se balançaient ensemble, Léa aperçut une nouvelle verrière. Elle représentait un jardin en pleine floraison, avec une petite plaque en dessous, en mémoire de Lise Fournier qui aimait la beauté et l'art, et en l'honneur des nouveaux départs. Le geste toucha profondément Léa. Cassian avait trouvé un moyen d'honorer son passé, tout en embrassant son avenir. « Heureuse » demanda-t-il, remarquant la direction de son regard. « Très. » Elle posa sa tête contre sa poitrine. « Et toi ?»« Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Plus tard, alors que les invités se mêlaient et célébraient, Solange accula les jeunes mariés. « Alors, quand puis-je m'attendre à des arrière-petits-enfants ?»« Mamie !» s'exclama Léa, embarrassée. Mais Cassian se contenta de rire, un son qui avait été si rare dans cette maison. « Nous en discutons, Madame Dubois, mais nous avons d'autres projets à terminer d'abord. La bibliothèque ouvre la semaine prochaine, » expliqua Léa, « et la librairie le mois suivant. » Les yeux de Solange pétillèrent. « Eh bien, n'attendez pas trop longtemps. Je ne rajeunis pas, vous savez. » Après qu'elle se fut éloignée, Cassian se tourna vers Léa, un sourcil levé. « Nous en discutons ? Nous pourrions. » Léa lui sourit. « Si tu veux. Une famille. » Il prononça le mot comme pour en tester le goût. « J'aimerais ça. Un jour. » acquiesça-t-elle. « Nous avons le temps. » Et il l'avait. Tout le temps du monde. Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires, une position qui venait avec une bague, avait fleuri en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché. Une seconde chance à l'amour, à la famille, au bonheur. 2 mois plus tard, Léa se tenait devant une foule d'enfants enthousiastes et de parents fiers lors de la grande ouverture de Nouveaux Horizons, sa librairie dans le 19e arrondissement de Paris. L'espace lumineux et accueillant était tout ce dont elle avait rêvé. Des coins lecture douillets, des étagères bien garnies et une section spéciale pour l'heure du conte. « Bienvenue à tous », dit-elle, sa grand-mère et son mari se tenant fièrement à ses côtés. « Cette librairie est un rêve devenu réalité pour moi. Les livres ont été mon refuge d'enfant, et j'espère que Nouveaux Horizons le sera pour de nombreux enfants à venir. » Alors qu'elle coupait le ruban, des acclamations éclatèrent. Les enfants affluèrent, impatients d'explorer. Cassian lui serra la main. « Tu l'as fait, » dit-il fièrement. « Nous l'avons fait, » le corrigea-t-elle. Solange essuya une larme. « Ta maman serait si fière, ma puce. » La journée fut un tourbillon d'excitation. Heure du conte, maquillage, lecture d'auteur. Tout au long de celle-ci, Cassian resta aux côtés de Léa, aidant partout où il le fallait, la regardant briller dans son élément. Ce soir-là, après avoir fermé la librairie, ils marchèrent main dans la main jusqu'à la voiture, fatigués mais heureux. « Il y a quelque chose que je voulais te dire, » dit Léa, alors qu'ils retournaient au domaine. « J'attendais le bon moment. » Cassian la regarda. « Ça a l'air sérieux. »« Ça l'est. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » La voiture fit un léger écart, tandis que la tête de Cassian pivotait brusquement vers elle. « Quoi? Quand? Comment ?» Elle rit. « Je crois que tu sais comment, monsieur Dubois. Je l'ai découvert la semaine dernière. Je suis à environ 6 semaines de grossesse. » Cassian rangea la voiture sur le côté, coupa le moteur et se tourna vers elle, l'émerveillement dans les yeux. « Nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé, confirma-t-elle. « Es-tu heureux ?» En guise de réponse, il la serra dans ses bras, l'embrassant avec une telle tendresse que les larmes lui montèrent aux yeux. « Ravi » murmura-t-il contre ses lèvres, terrifié, submergé, mais surtout reconnaissant. « Ton père serait fier » dit Léa doucement. « L'héritage des Dubois se poursuit. Un héritage au-delà des affaires,
acquiesça Cassien. Une famille, notre famille. De retour au domaine, il se tenait sur la terrasse, regardant le lac qui n'avait autrefois abrité que des souvenirs douloureux. Maintenant, au clair de lune, il était simplement magnifique. « Nous devrions commencer à penser au prénom, » dit Cassien, sa main protectrice couvrant le ventre encore plat de Léa. « Je pensais, si c'est une fille, peut-être Liliane, comme deuxième prénom. » Léa observa attentivement son visage, pour honorer le passé tout en embrassant notre avenir. L'émotion remplit les yeux de Cassien. « Et si c'est un garçon? Édouard après ton père? Ou Jacques après mon père? » Édouard Jacques Dubois. Cassien testa le nom. « J'aime bien. » Ils restèrent dans un silence confortable, contemplant l'avenir qui s'étendait devant eux. Un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer lorsque Léa avait franchi pour la première fois les portes du domaine des Dubois, désespérée et méfiante. « Merci, » dit Cassien soudainement. « Pourquoi faire? D'avoir répondu à cette annonce, d'avoir donné sa chance à un homme froid et brisé qui vous offrait un poste assorti d'une alliance. Il la tourna pour la faire lui faire face. D'avoir vu en moi quelque chose qui méritait d'être sauvé. Je ne t'ai pas sauvé, Cassien. Tu t'es sauvé toi-même. » Léa toucha son visage. « Je t'ai juste rappelé que tu le pouvais. » Il couvrit sa main de la sienne. « Quoi qu'il en soit, notre arrangement s'est avéré bien meilleur que prévu, tu ne trouves pas? Bien mieux. » Léa sourit à l'homme qui était passé d'employeur à mari, de partenaire d'affaires à véritable amour. Certains appelleraient même cela un conte de fées. « Je n'irai pas jusque-là, » taquina Cassien, la légèreté de son ton témoignant du chemin parcouru. « Mais un heureux commencement? Absolument. » Alors qu'il scellait cette nouvelle promesse par un baiser, Léa savait que sa grand-mère avait eu raison après tout. L'amour né d'un mensonge avait bel et bien fleuri en vérité. Et cette vérité les avait libérés tous les deux, pour guérir, pour espérer, et pour construire un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quand ils avaient prononcé leur « oui » pour la première fois. Le poste s'accompagnait d'une bague, mais l'amour, lui, avait apporté tout le reste.